Vous m'entendez pas? Hein? Si ou non? Si. D'accord. Donc, je continue. C'est important que les autres n'entendent pas ceux qui sont là. Pas que ceux qui sont là. Donc, j'ai plus la main pour passer. Voilà. Donc, ça fait partie des 11 maladies obligatoires en Algérie, et il y en a qui sont recommandées, vous le savez, en Algérie. La dernière mouture du calendrier, c'est celle-là, 2023, pour se concentrer sur la diphtérie. Nous avons une première combinaison vaccinale à 6 valences, que l'on appelle communément hexavalent, parce qu'il y a 6 antigènes. C'est celle qui est administrée à 2, 4 et 12 mois, qui est le support même de la protection et qui est l'objectif de tout calendrier de vaccination, c'est-à-dire qu'avant 12 mois, si on a déjà fait ces 3 doses, on a une bonne protection pour quelques années. S'associe à cela le rappel de 6 ans, qui était anciennement connu sous DT, qui maintenant est un tétravalent, DT-CoV VPI, puis pour la diphtérie, le vaccin DT que l'on retrouve à 11, 13 ans, 16, 18 ans. Et je rappelle ici ce petit point qui est très important, tous les 10 ans à partir de 18 ans. Donc, qui est concerné par la vaccination? Toutes les personnes qui résident en Algérie, qu'elles soient enfants, qu'elles soient adultes, qu'elles soient professionnelles de la santé ou non, nous sommes citoyens vivant en Algérie, donc nous relevons de cette vaccination. Pour ce calendrier, les changements qu'on a pour la diphtérie, c'est qu'à 2, 4, 12 mois, après un penta, puis un tétra, maintenant c'est un hexa, à 6 ans, à partir du DT enfant, qui n'existe pour l'instant plus dans la nomenclature algérienne, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche, VPI, mais pour la diphtérie, c'est exactement le même antigène. Pour les présentations, pour expliquer un petit peu qu'on n'a pas trop de raison d'avoir des reculs, c'est que ces vaccins de hexavalent de 4-12 mois, qui font la primo-vaccination, le support même de la vaccination pour laquelle on est protégé, puis le tétravalent, ce sont des monodoses qui sont administrées, donc on n'a pas de raison de dire c'est des 10 doses, je dois programmer et je dois le faire. Simplement ça, en termes d'âge, c'est jusqu'à 6 ans. Donc quand je vais parler des modalités de rattrapage, si on rattrape jusqu'à 6 ans, on utilisera l'hexavalent. Tétravalent, qui est pour l'instant disponible uniquement des établissements scolaires. Vous confirmez ça, monsieur Leïda? Absolument. Voilà, alors donc il faudra apporter. On peut riposter. Voilà, d'accord. Donc pour l'instant, c'est la santé scolaire, mais monsieur Leïd, madame Hamad, ils sont là, donc il y a des modalités qui seront mises en place et une extension certainement, une disponibilité de ces vaccins, puisque j'ai eu quelques questions qui ont été posées sur la disponibilité de ces vaccins. Pour l'instant, c'est adressé aux enfants en milieu scolaire, et quand on dit en milieu scolaire, quand on a dit première année scolaire, on avait dit 6 ans, tout enfant qui est en première année scolaire, il a 5 ans, il a 7 ans, il est en premier, il est dans le palier de scolarité, on le vaccine, mais cette vaccination, le grand D, ne peut pas être utilisée après l'âge de 7 ans. Donc voilà ce que l'on a. Au-delà de l'âge de 7 ans, pour nous, ça arrive à 11-13 ans. Mais on prend l'exemple d'un enfant qui a 7 ans, qui n'a pas fait ses vaccins, et bien le seul vaccin qu'on va lui faire, c'est le DT, qui, en principe, est fait à 11-13 ans, première année moyenne. 16-18 ans, première année de lycée, puis tous les 10 ans, tout au long de la vie, symbolisé par l'instruction en milieu scolaire qui va rappeler ces différentes vaccinations. Maintenant, on va revenir pourquoi, au-delà de ces vaccinations, on continue à les faire au-delà du milieu scolaire et plus tard tout au long de la vie, parce qu'on a besoin d'une immunité. Pour les deux maladies, je vais me concentrer sur diphtérie, mais le tétanos est exactement lié à la diphtérie, d'abord en termes de combinaison antigénique que nous envient quand même quelques pays qui n'ont pas ça, et tout au long de la vie, pour les deux sexes, c'est d'utiliser des vaccins jusqu'à 7 ans avec un grand D. L'OMS dit à partir de 4 ans, idéalement un petit D. Donc, si d'aventure il n'y a pas un grand D, on peut utiliser un petit D aussi, mais à partir de 7 ans, dans tous les cas, utiliser un grand D. Et quelle est la différence? Alors, ces vaccins sont inactivés, c'est des anatoxines, ils peuvent être utilisés dans toutes circonstances, corticoïdes, immunodéprimés, VIH, il n'y a aucun problème. Ils peuvent être associés avec la totalité des vaccins que nous avons dans notre calendrier. La diphtérie, pourquoi tout au long de la vie? Parce que même si on est malade, vous l'avez vu, Madame Hachor vous l'a dit, Madame Hanyoun vous l'a repris, même quand on est malade, on n'a pas d'immunité, donc au-delà de la maladie, il faut se faire vacciner, que ça ne dure pas longtemps, donc il faut faire des rappels sous ces formulations-là
Que veut dire grand D? Que veut dire petit d? Grand D, c'est concentration normale en allotoxine. Petit d, c'est adolescent-adulte, mais à partir de 7 ans. C'est des doses réduites pour éviter simplement des réactions secondaires à l'utilisation d'un vaccin à concentration normale en allotoxine diphtérique. Et comme il s'agit de rappel, dans tous les cas, la réponse immunitaire, malgré l'amoindrissement de la concentration, sera tout aussi bonne. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit réservé au rappel et que c'est dommage qu'on ait des personnes de plus de 7 ans qui n'aient pas eu ces doses avec le grand D, parce que ce sont celles qui sont le mieux immunogènes. Le tétanos, c'est exactement similaire. Et donc, je rappelle que cette vaccination d'été est très bien supportée. Elle a une seule contre-indication. Comme l'ont tous les médicaments, et les vaccins sont des médicaments, toute réaction anaphylactique à une prise antérieure d'un médicament ou d'un vaccin contre-indique évidemment ce vaccin, et c'est l'unique contre-indication. Que cette vaccination, c'est la prévention des maladies infectieuses, et que la vaccination, le pays l'a choisi en fonction de son épidémiologie. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui devrait attirer un petit peu et éveiller toutes les consciences pour dire qu'on n'aurait pas dû se retrouver dans ça. Mais c'est l'épidémiologie du pays, mais il faut tenir compte aussi des pays riverains. Et on va en arriver à la couverture vaccinale, justement. En 2023, dans le monde, l'OMS dit que la dose 3, qui est la dose considérée comme étant la dose protectrice, c'est 84% des enfants du monde qui ont eu cette vaccination, parce qu'ils n'ont pas accès à ces vaccinations. Et peut-être que les pays riverains de l'Algérie sont des pays dans ce contexte-là, et nous devons nous prémunir avec une couverture vaccinale forte. Pour cette bactérie, 90% suffisent, parce que ça dépend du taux d'attaque de la bactérie ou du virus pour définir le taux de couverture nécessaire pour éviter une épidémie. L'Algérie a exigé 95%, et j'ai bien aimé la reprise dans toutes les wilayas en insistant de Madame Hennoun, parce que la couverture vaccinale nationale, si on prend la nôtre, elle est bonne, mais si on analyse par région, il y a des régions dans lesquelles cette couverture est en deçà des objectifs, où les cas non protégés se multiplient, et ils sont autant de réservoirs de transmission de cette maladie de la bactérie à l'origine de 2 cas, donc d'une épidémie. C'est ce qui est arrivé chez nous, que ce soit des cas locaux ou des cas importés, la diphtérie est là, c'est une maladie qui est hautement contagieuse, et plus il y a de personnes dans le circuit qui ne sont pas vaccinées, protégées par la vaccination, qui est la seule façon d'être protégée, ça sera autant de personnes qui vont transmettre amplifier l'épidémie dans notre pays. Donc, une sous-vaccination de cohortes d'enfants successives d'année en année va constituer des réservoirs à l'origine d'une flambée et donc d'une épidémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ça c'est à l'échelle collective. Pour ce qui nous concerne, devant chaque cas, on va prendre l'individu. Il faut considérer que toute personne qui n'a pas réalisé une ou plusieurs vaccinations, on considère qu'elle a un retard. Dès qu'elle a un retard, il faut lui rattraper. Le rattrapage a des règles très bien définies. On définit pour chaque antigène l'âge qu'il a. Il a 2 ans. À 2 ans, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir comme diphtérie? 2 mois, 4 mois, 12 mois, 3 doses. Il en a eu 2. Donc je mets 2, dose nécessaire 3, dose reçue 2, dose manquante 1, je lui rattrape. Et je fais le même calcul, quel que soit l'âge de la personne dans le calendrier que j'ai. Qu'est-ce que je vais lui choisir comme vaccin? En fonction de son âge. Avant 6 ans, c'est l'Hexa, jusqu'à 7 ans, c'est le Tetra, et au-delà, c'est le DT. Ce sont ces combinaisons. Quel délai je vais respecter s'il a reçu aucune? Entre 2 premières doses, c'est 2 mois, mais un minimum, c'est 6 semaines. Le rappel, pour être vraiment immunogène et que les lymphocytes B fabriquent des anticorps qui vont être la mémoire de cette maladie à la protection, c'est 6 mois. Mais nous pouvons, et nous sommes dans une situation exceptionnelle d'épidémie, raccourcir à 4 mois. Et enfin, si ce vaccin arrive à un moment où l'enfant il a un autre vaccin, 18 mois, il a la rougeole par exemple, pas normal, je peux lui faire en Algérie, en dehors des vaccins pour des voyages, donc je fais rougeole, etc. L'ensemble des vaccins du calendrier national algérien peuvent être associés le même jour
et dans n'importe quel intervalle de temps. Je peux faire un DPO, un DPI, un ROR, un examen en même temps jusqu'à concurrence. Eh bien, nous avons choisi, nous, délibérément, fait une instruction en juin 2021 en disant 3 injections. L'OMS dit qu'on peut aller jusqu'à 4 voire 5 injections selon la tolérance et l'acceptation parce qu'il n'y a pas de saturation du système immunitaire et que le système immunitaire, si on devait lui mettre tous les antigènes à la fois, on occuperait 0,1% du système immunitaire de l'enfant ou de l'adulte. Donc, il n'y a pas de saturation de dire il a trop d'antigènes, il va mal répondre. Non, il répondra individuellement à chaque vaccination, à toutes les vaccinations, comme si elles avaient été faites séparément. Donc, nous ne prenons pas des prétextes d'association, on peut tout associer dans notre calendrier de vaccination. Donc, si on a émis ces règles-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais finir très rapidement, une fois qu'on a défini tout ça. Chez le sujet qui est malade, dès qu'il est guéri, en période de convalescence, dès qu'on le peut, qu'on peut organiser, que ça va, eh ben on va lui faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je rajouterai quand même une notion qu'on n'a pas dans l'instruction, non vacciné, incomplètement vacciné ou vaccination de statut inconnu, ce qui peut être le cas de toutes les personnes de ces cas importés. Statut inconnu, pas de document, nous l'avons écrit dans le guide, égal, pas de vaccination. Et donc, ce n'est qu'un document signé qui atteste de l'immunité de la personne et de la présence ou non de la vaccination. Et après, qu'est-ce que je vais lui faire? Eh bien, il n'a pas du tout de dose. Je vais faire 2 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel 6 mois après. Il est incomplètement vacciné. Eh bien, s'il lui manque la 2e dose, je la rattrape et 6 mois après, je fais le rappel. Et si c'est le rappel, eh bien, je rattraperai le rappel et ainsi de suite. Donc, voilà quelles sont les règles en précisant la grande balance jusqu'à 7 ans et au-delà de 7 ans, la petite balance, le petit d. Les contacts, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est absent, incomplet ou inconnu. Eh bien, c'est les mêmes modalités pour tout le monde. Et si on respectait ces règles-là, et si on respectait ce que l'on a dans notre pays, notre calendrier, le 15 octobre, va avoir 1 an ce nouveau calendrier avec ses nouvelles valences et monodoses. Franchement, on ne devrait plus se retrouver dans des situations d'épidémie. Mais enfin, on est là juste pour harmoniser nos pratiques, pour faire en sorte que chacun se sente concerné et qu'à l'avenir, on n'ait plus à reparler de ces sujets très douloureux parce que là, pour se prémunir, on a ce qu'il faut pour se prémunir. Et je vous remercie. Merci, Madame Smati. Merci beaucoup, professeur. Là, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas comment vacciner ou rattraper une vaccination. Docteur Smati, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, parce que là, ça ne va pas être repris dans les commentaires, etc., insister que le DT pédiatrique n'existe plus, parce que vous avez pas de DT, mais il faudrait que les gens comprennent, et des techniciens probablement qui nous écoutent, que pour le DT pédiatrique, c'est le tétravalent. On utilise le tétravalent. Très bien. Celui de la santé scolaire, c'est important qu'ils le sachent. Je ne le sais pas. Je répète ce que M. Leyd est en train de dire, mais qui pourrait venir dire lui-même au micro, mais c'est comme tu veux. Je vais le répéter. Le DT pédiatrique n'existe plus. Celui de 6 ans qu'on appelait DT pédiatrique. C'est pour ça qu'on dit plus DT adulte maintenant. On dit DT, parce qu'il y en a un seul chez nous. C'est le petit D, petite valence. Que l'on disait adulte, on devrait dire à valence réduite, parce qu'il n'est pas adulte, en fait. Il peut l'utiliser à partir de l'âge de 7 ans. Et le DT pédiatrique a disparu. Il est remplacé par le tétravalent, diphtérie, tétanos, coqueluche cellulaire, polio injectable. DT coq, DPI, en monodose. Donc c'est une seringue, il vient, on lui injecte et on le rattrape. Donc il n'y a pas de raison. Merci. Merci, Dr. Leyd, pour cette remarque pertinente, parce que même nos responsables, quand ils expriment en fait la disponibilité des médicaments, ils parlent de DT adulte, et donc c'est vraiment pertinent de l'avoir rappelé. Là, je pense qu'on va passer, merci nos chers experts pour ces présentations de qualité, mais on passe à la questions-réponses. Je pense qu'il y a quelques questions que vous avez posées. Donc, je demande aux personnes à qui ça a été adressé la question d'y répondre. La première, est-ce que vous connaissez un sujet contact, sujet contact, des suspicions après confirmation? Est-ce que le prélèvement des sujets contacts se fait immédiatement après confirmation?
C'est pour ça que je dis. Et ça, parce que le fait de poser la question, et la personne qui sait qu'elle va répondre, c'est la chance. Lis la question, ensuite la réponse va se présenter. Donc, la première question, est-ce que le prélèvement des sujets contacts se fait dès suspicion ou après confirmation? Je pense que ça a été bien souligné ce matin. La diphtérie est une urgence thérapeutique, diagnostique, etc. Donc, lorsqu'on suspecte un cas, on fait le prélèvement, on l'envoie au laboratoire. On sait qu'il peut parfois y avoir un temps de latence déjà du fait des distances, surtout dans les wilayas du Sud. Donc, on entame directement la recherche des sujets contacts et on fait le prélèvement. Si c'est infirmé, eh bien, tant pis, mais au moins on est sûr que ce n'était pas un cas. Par contre, si c'est confirmé, on aura commencé à prendre en charge ces cas et à limiter l'extension de l'épidémie. Donc, lors que l'on suspecte fortement un cas de diphtérie, on doit entreprendre toutes les démarches de l'enquête. Je crois qu'il y avait une autre question pour moi. Oui, qui doit remplir la petite enquête de diphtérie? Est-ce que c'est le clinicien qui reçoit le malade ou le médecin de Saint-Denis? C'est évident que c'est le médecin, il y a des données cliniques, donc il n'y a que lui qui peut répondre à ces questions. Est-ce que le patient a présenté une fièvre, l'a chiffré, etc. Après, dans les mesures prises, il y a des mesures qui vont intéresser directement le clinicien, donc le traitement que le patient a pris. Et ce qui concerne l'entourage, bien sûr, ce sera le CNEP. Donc, dans cette fiche, c'est une partie qui est remplie par le clinicien, le laboratoire confirmera, et la partie qui concerne la recherche des sujets de contact et sera de la responsabilité du CNEP. Pardon, une autre question. La définition de sujet contact. Vous l'avez dit qu'elle l'a donné, madame. C'est pas grave, je vais le redire, peut-être que j'ai parlé trop vite. Donc, un sujet contact, c'est une personne qui a été en contact avec un cas confirmé de diphtérie dans les 14 jours qui précèdent. Donc, pourquoi on le recherche? Parce qu'on a peur d'une éventuelle contamination. Donc, on fait un prélèvement pour confirmer ou infirmer que ce patient, cette personne, puisque ce n'est pas encore forcément un patient, est contaminé ou pas. Voilà, donc là, il y a deux points essentiels à retenir dans le sujet contact. C'est que c'est une personne qui, a priori, n'est pas malade, en tout cas n'est pas venue consulter. Elle a été en contact avec un sujet pour lequel on a diagnostiqué le cas de diphtérie qui est très fortement suspect de diphtérie. Et il y a également la notion de temps dans les 14 jours qui précèdent donc l'apparition des symptômes. Voilà, je pense que c'est... Il y a deux autres questions. Après 20 ans, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait un appel ou pas? Non, il y a des important. Il y a une autre question. Il y a une autre question aussi. Pour la fiche récapitulative, elle n'est pas dans la... Alors, pour la fiche récapitulative, je vais répondre. Elle n'est pas dans la fiche, effectivement. Elle n'est pas dans la fiche conduite à tenir, mais on a signalé qu'au départ, la diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire. À ce titre, elle doit bénéficier d'une notification sur le support des maladies à déclaration obligatoire. On a juste rajouté, c'est spécifique un peu à l'épidémie de 2022 et 2023, la nationalité des personnes touchées. D'habitude, c'est pas vraiment, on ne demande pas cette information. Elle peut être ajoutée si le CMEP ou le médecin le juge nécessaire, mais particulièrement dans le contexte actuel de 2024 et notamment dans les wilayas du Sud, on demande la nationalité des personnes. Donc, cette fiche existe. Elle existe en tant que maladie faisant partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire. Qui concerne les cas suspects. Et qui concerne aussi bien les cas suspects que les cas confirmés. Donc, de la question, la vaccination après guérison. La diphtérie. Mais je préfère que ce soit Madame Smati qui réponde. Vas-y, si tu as un complément pour les fiches, il n'y a pas de souci. On est là pour ça.
Voilà, merci. Je voulais juste apporter un complément par rapport aux fiches. C'est vrai qu'il y a les fiches d'enquête, mais ceci ne dispense pas de la fiche de renseignement qui accompagne le prélèvement pour le diagnostic. Ça, c'est quand même important. Voilà. Si vous pouvez expliquer l'heure, parce qu'on a vécu ça avec Dr. Gigi. Les prélèvements de Covid, ça a été dit. Ça a été dit lors de la présentation. Oui, donc, faut-il faire la PCR tout en zone blanche? Non, quand même, là, il faut revenir aux critères cliniques et au diagnostic clinique. Le patient, comme on le disait tout à l'heure, ne se limite pas, il y a tout un contexte épidémiologique et clinique. Il y a des indications, il y a des signes cliniques qui sont bien détaillés au niveau de l'instruction. Ça a été rapporté avec le professeur Achour dans la première présentation. Donc, je dirais pas systématiquement devant toute angine blanche. Il y a quand même le contexte épidémiologique, il y a aussi des critères cliniques et des indications pour la PCR. Et je crois qu'il y a une question qui disait, faut-il préciser diphtérie? Oui. Oui, bien sûr. Quand vous faites votre prescription, il faut préciser, même pour la culture, il faut dire recherche de diphtérie. Parce que ce n'est pas une recherche systématique. Et qui doit faire ce prélèvement? C'est le médecin clinicien qui fait le prélèvement, c'est celui qui examine le patient. Et le prélèvement, je le rappelle, c'est un prélèvement de gorge, un prélèvement nasal, avec éventuellement la photo. Oui, sur les questions, c'est pas combien de doses doivent être mises en. Est-ce que c'est une dose de vaccin? Alors oui, j'ai eu une omission vraiment très importante. Je devais le dire, je ne l'ai pas écrit, pour ne pas alourdir les plaques. Toute dose de vaccination faite compte, quelle que soit son ancienneté, même s'il a 20 ans, lui faites une dose, ça remonte. Pas besoin de refaire une vaccination, c'est une dose. Alors, il y a une question qui vient d'être reposée, Dr. Veid, d'été enfant et d'été pédiatrique. Donc, peut-être que vous n'étiez pas, celui qui a posé la question n'était pas connecté au moment où M. Veid a fait la remarque et où j'ai précisé que le d'été pédiatrique n'existait plus, qu'il est remplacé par ce que l'on appelle le tétravalent, tétraxime, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Voilà, donc j'ai répondu une dose. Est-ce que le vaccin, il est fait en même temps que le sérum? Eh ben, le sérum, il est fait pour arrêter les toxines qu'elle n'aille pas dans les tissus, donc dès qu'il est malade. Et le vaccin, c'est une fois qu'il est en convalescence. Donc voilà, il y a un délai pour la convalescence qui dépendra de la forme clinique, qui peut aller jusqu'à 21 jours, voire plus ou moins. Comment est définie la convalescence, c'est individuel. Les vaccinations, maladies infectieuses contre-indiquent les vaccinations. Non, ça c'est un dogme qui est complètement faux. Le seul moment où on ne va pas vacciner un enfant, pas parce que c'est contre-indiqué quand il est malade, c'est parce qu'il a une infection qui est grave et qu'on veut le diagnostiquer, le traiter, attendre qu'il guérisse pour le vacciner, mais il n'y a pas une maladie infectieuse qui contre-indique une vaccination. Et qu'une maladie légère, eh ben, j'ai dit qu'un enfant ou un adulte pouvait supporter des sollicitations antigéniques importantes, et donc s'il a une maladie intercurrente légère, on peut le vacciner, il n'y a aucun problème, ça ne retentira pas, mais déjà s'il a été en retard vaccinal, on ne rate pas l'occasion de le rattraper parce que c'est encore une chance perdue, surtout si c'est une personne de passage qui est un peu déplacée, ça peut être un petit peu délicat par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question pour la vaccination? J0, J3, J15. Oui, alors le calendrier, ça, J0, J3, J15, on l'a pas mis dans notre instruction. Donc, pardon? Vaccination des sujets. Oui, exactement comme celle des sujets malades. Comment c'est une équipe? Ah, oui, il est contact. Il est vacciné, il peut faire une diphtérie, mais il ne fera pas une forme toxinique, machin. Donc, on va dire le prélever, etc. et tout. Pour voir de quel type il a, s'il a ou il n'a pas. Il est incomplètement vacciné, on va le rattraper. Il est de statut inconnu ou non vacciné,
on lui rattrape sa vaccination tout de suite. Donc, c'est exactement le principe de la vaccination. Il est vraiment, c'est des règles. Il y a 5 règles. Quand on les a appliquées, on a fait le bilan vaccinal, on a vu s'il relevait ou non de la vaccination, l'âge qu'il a, combien de doses il devait avoir, combien il a reçu, qu'est-ce que je peux lui choisir comme combinaison vaccinale, quel schéma vaccinal existe dans le pays, et on adapte une fois qu'on connaît les délais. Après, on peut dupliquer à l'infini en fonction des cas que l'on a les rattrapages. Il y a une question. L'histoire des 10 ans, elle revient à chaque fois. Et celui qui a été vacciné depuis plus de 10 ans, est-ce qu'il faut refaire les phases? Alors, d'abord, on va rappeler que c'est une maladie vraiment du petit, du jeune. Beaucoup de pays ne font pas des rattrapages après les 3 doses. Nous, on le fait tout au long de la vie, mais des rappels comme ça tout au long de la vie. Et quand on a dit tout au long de la vie, un rappel, c'est 1 dose. On ne refait pas 2 doses. Quel que soit, on sait maintenant, ça c'est des notions anciennes, on disait que quand on avait dépassé le double du délai. Non, maintenant la mémoire immunitaire est très solide et dès qu'on a un lymphocyte B qui a mémorisé et qui a fait des anticorps, quand il rencontre l'antigène, eh bien, il reproduit des anticorps immédiatement parce que la mémoire immunitaire est très solide. 1 dose de rappel suffit. Voilà. Il y a aussi une autre question, il faut peut-être leur dire. Ils disent, est-ce que le prélèvement doit être fait? C'est chacun son rôle ici. Alors, il y a une question qui dit est-ce que le prélèvement doit être fait au niveau, lors de la première consultation ou bien après envoi du patient à l'hôpital de référence? Il faut le faire lors de la première consultation. Dès que vous suspectez cliniquement que c'est une diphtérie, il faut réaliser votre prélèvement et l'envoyer donc à l'Institut Pasteur selon les critères, bien sûr, cliniques et épidémiologiques. C'est pas tout en gilet blanche. Il faut vraiment avoir les critères cliniques de suspicion de diphtérie. Voilà. Oui, si dans une région où il n'y a pas de structure hospitalière, où il y a très peu de choses, il vaut mieux l'envoyer à l'hôpital. Dans une structure hospitalière, il y a plus proche. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, en résumé, c'est le problème. Voilà. Oui. Alors en résumé, dès qu'on peut faire un prélèvement, on le fait. S'il n'y a pas d'évaluation, il faut le faire dans la structure. Parce que la personne qui a posé la question vient de l'EPH de Pertaria, c'est ce que j'ai vu dans le chat, mais d'une manière générale, dès lors que vous suspectez, vous avez les moyens de faire le prélèvement, vous le faites. Que vous soyez, c'est bien ça, que vous soyez dans la structure, j'allais dire primaire, ou bien dans l'hôpital de référence. Il y a une autre question qui a été posée sur la température de conservation des prélèvements avant de les faire acheminer. On avait dit. Elle l'a dit. Elle a dit. Elle a dit tout de suite, c'est bon. Il y a des températures dans l'instruction, c'est bien. Là, il y a une question sur d'été, quand est-ce qu'il a 5 ans, c'est comment, Madame Himadi? 20 ans. 20 ans. Non, mais j'ai 20 ans. J'ai lu 5 ans, 6 ans. Est-ce que je lui fais le DT tétra hexa? Je viens de la lire. Ah oui, 5 ans ou 6 ans. Non, descend encore, descend. Voilà, c'est celle-là. C'est ça, la tranche d'âge. 5 à 6 ans, on les rattrape par hexa ou par tétra. Alors, quand on dit hexa, ça veut dire diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hépatite et hémophilus influenzae B. 5-6 ans, pourquoi après c'est tétra? Parce que on a fait les 3 doses d'hépatite, 3 doses suffisent pour être protégé, et l'hémophilus, après l'âge de 5 ans, la vaccination n'est plus obligatoire. Mais si c'est une personne qui n'a eu ni la vaccination antitétanique, ni la vaccination anti-hémophilus, même 6 ans, il faut lui faire l'hexavalent. Parce que s'il y a une maladie pour laquelle l'Algérie a souscrit au programme mondial d'élimination, c'est l'hépatite, les hépatites, et la B est la seule qui a un vaccin pour l'instant, en routine. Et donc, oui, il faut leur faire. Il n'y a pas de problème de concordance d'âge
entre l'hexa et le tétra est fait pour des gens pour rappeler diphtérie, tétanos, coqueluche parce qu'il y a une résurgence de la maladie à l'échelle mondiale et l'Algérie n'est pas en reste, et polio parce que vous savez très bien ce qui se passe. Nous sommes en période de la fin, presque à la veille, on espère, ou l'avant-veille de l'éradication. Donc on consolide par un vaccin polio injectable. Mais s'il n'a pas reçu à 6 ans ni hépatite ni hémophilus, c'est l'exemple qu'il faut lui faire. Parce que c'est 2 maladies pour lesquelles, c'est-à-dire il faut l'hépatite, et pour qu'il y ait l'hépatite, c'est l'exemple. Voilà. Donc, c'est au cas par cas, selon le contexte. Et oui, ça dépend c'est-à-dire l'hépatite est une vaccination obligatoire. Et l'OMS dit qu'il faut avoir 3 doses. Donc, à moins que, je vais vous dire, pour des questions de finances, de trucs, vous avez le tétra, vous lui faites le tétra, et vous lui rajoutez, parce qu'il n'a pas besoin de l'hémophilus, l'hépatite, vous multipliez les injections, 0, 1, 6 mois pour l'hépatite. On peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais si on a l'examen, voilà. Donc après, c'est une question de disponibilité de formulation et d'âge auquel on fait ou non les vaccinations. Avec les pratiques, pas de rattrapage pulmon après 2 ans, pas de rattrapage hémophilus après 5 ans. Toutes les autres maladies qui sont inscrites, l'hépatite, c'est toute la vie qu'il faut être vacciné. Une question. Je reçois un nomade qui a 9 ans. Oui. Il n'a bénéficié que des premiers vaccins, une dose de chaque. Ça remonte à la première année. Que dois-je faire? DP. Uniquement. C'est la seule formulation que tu peux faire au-delà de l'âge de 7 ans. Et les autres vaccins? Ah ben, je ne peux pas les faire, c'est trop tard, j'ai pas de formulation. L'hémophilus, il n'y a pas de risque. Pneumocoque, il n'y a pas de... La rougeole, par contre, tu les fais la rougeole. Attention, on n'a pas parlé de la rougeole là. Mais ceux qui ont 0 dose, attention, rattrapez la rougeole. 2 doses à 1 mois d'intervalle quand on rattrape la rougeole. Hein. Ça, on l'a pas dit, et tu fais bien de poser la question parce que ça rebondit un peu quelque part. Parce que là aussi, on ne sait pas hein, les chiffres, hein, mais la rougeole, dans le monde, va pas très bien et il n'y a pas de raison qu'on soit un peu différent du reste du monde. Hein. De l'autre côté, il y a Ben, c'est ce que je dis. le Mali, le Mali, il y a Ben pas oui. de cas. Dès lors qu'on a des frontières ouvertes, qu'on a des pays riverains qui n'ont pas de couverture vaccinale adéquate, et ben on peut importer des cas. Et si on dit que la diphtérie est contagieuse, mais la rougeole est la plus contagieuse des maladies infectieuses, un cas de rougeole contamine 16 personnes autour. Chaque autre personne va en contaminer 16 non immunisées. Si elles sont immunisées, le virus s'arrête. Là où il est, par où il est rentré. Dans le R0 pour la diphtérie, il est entre 6 à 7 cas. Pardon? Le R0 pour la diphtérie, il est quand même entre 6 à 7 cas. Bien sûr, par rapport à la rougeole, où il est de 16, entre 16 et 18. Donc, Madame Smati, si on va sur un principe, tout enfant qui n'a bénéficié d'aucune vaccination, qui a 8 ans, que dois-je faire? À partir de 7 ans, on ne peut faire que le DT en Algérie. Et le ROR, je rappelle. Et si les sujets à risque, le plus long. C'est la même chose s'il a 10 ans, 12 ans, 14 ans. C'est pareil, à partir de 7 ans. Mais moi, je conseille quand même, on vous a laissé les adresses mail, on peut vous laisser nos adresses mail. Quand il y a des cas comme ça, qu'on espère quand même anecdotiques en Algérie, parce que là, on est vraiment choqués par, que ce soit des citoyens algériens, maintenant des cas importés. Évidemment, on répondra selon les modalités que l'Algérie a de répondre à toute personne qui est en séjour en Algérie pour lui combler ses vaccinations. Ces cas anecdotiques, il y a tellement de formes, des cas de figure, que, première chose, si on est à 9 ans qu'il n'a pas eu de vaccin, pourquoi il n'a pas eu ce vaccin? Ça, c'est la première raison. Il peut avoir une maladie, avoir eu un traitement, avoir un terrain. Donc, avoir ça. 2, préciser le schéma. Est-ce que vous voulez, dans quelles circonstances il est, et on fera le schéma vaccinal. Mais en termes de diphtérie, la seule valence qu'on peut faire après 7 ans, c'est le petit D, parce que nous sommes dans les recommandations de l'OMS et qu'il ne faut pas lire les AMM des produits que nous avons, pour lesquels l'Algérie ne peut pas utiliser les AMM. Et ce que je vous ai montré, vous pouvez rentrer. Je vous suggère de taper rattrapage vaccinal OMS avril 2024. Vous avez tous les cas de figure qui peuvent se poser. Il y a 13 pages, il y a un schéma synoptique, enfants et adultes, et vous avez les réponses à toutes vos questions. Voilà. Madame Smati. On va passer parce que là, je pense qu'on doit respecter un peu. Merci beaucoup, professeur Smati,
Maintenant, s'il y a plus de questions concernant la vaccination, on peut toujours organiser une autre visioconférence, mais bien sûr par la suite, et on aura une séance dédiée à la vaccination, parce que je vois qu'il y a même des questions sur le HPV. Donc là, on la reporte parce que, comme vous le savez, cette séance, elle est dédiée plus à la diphtérie et on va passer au paludisme. Sinon, je pense que c'est trop long et donc on ne pourra pas tout saisir. Il y a beaucoup d'informations en même temps. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vient de rappeler par rapport au DT, parce que la question revient, et par rapport à quand est-ce qu'on doit faire la vaccination par rapport à la diphtérie et comment on fait le prélèvement et comment la notifier. Voilà, on finit maintenant avec la diphtérie et on va passer au paludisme. Pourquoi on parle de paludisme? Comme vous le savez, le paludisme, nous avons été certifiés en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. Certifié, on l'a déjà souligné et Dr Forer l'a dit, on a été certifié d'avoir éliminé la transmission locale. Ça ne veut pas dire qu'on n'enregistre pas des cas de palud importés. Et nous avons un plan de prévention de la réintroduction du paludisme et qui lutte contre le paludisme d'importation. Pour cela, je tiens à rappeler, avant de donner la parole à notre expert des personnes ressources en matière de paludisme, professeur Smith, qui est chef de service maladies infectieuses au niveau de l'hôpital Qatar. Je tiens à vous montrer deux choses. Donc, nous avons le guide de prise en charge, je ne sais pas comment je peux le montrer. Voilà, c'est le guide. Et comme vous le savez, beaucoup de cas qui viennent plutôt des frontières, nous avons élaboré un guide de personnel de santé qui est dans les dans les trois langues, arabe, français et tamashek. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de faire passer le message, de faire l'interrogatoire, comment faire la surveillance entomologique, comment faire la surveillance épidémiologique et comment déclarer les cas. Donc, c'est tellement important pour les personnes qui travaillent dans cette zone parce qu'ils peuvent avoir affaire à des personnes qui ne parlent ni arabe, ni français, mais parlent tamashek. Donc, ça facilite beaucoup la communication et aussi pour les conseils et pour la prise en charge de ces personnes. Voilà, sans trop tarder, n'hésitez pas. Donc, je peux faire part de tout ce qui est disponible par rapport, parce que, comme vous le savez, pour pouvoir bénéficier d'un certificat, le processus est très lourd et très, je dirais, très lourd, mais il y a aussi, il nous apporte beaucoup parce que il y a des procédures de surveillance très bien détaillées que nous avons élaborées. On a les procédures de surveillance aussi bien épidémiologique que la surveillance entomologique. Nous avons des procédures standards opérationnelles de la lutte antivectorielle, une lutte intégrée. Nous avons les directives nationales qu'elle va vous présenter maintenant de prise en charge. Nous avons les procédures opérationnelles standards de diagnostic et nous avons aussi même la gestion de la résistance aux insecticides. Donc, tout ça pour pouvoir postuler un certificat. Nous avons obtenu la certification d'élimination de la transmission locale et on voudrait quand même la maintenir. Pour votre information, il y a une mission des post-certifications, donc il y a eu lieu l'année passée et qui sont venus pour vérifier qu'il n'y a pas eu de rétablissement, comme ils disent, de réintroduction ou rétablissement de la transmission locale et nous avons été félicités. Donc, on veut bien maintenir ce statut. L'Algérie a cette expertise. Nous avons été sollicités même par l'Organisation mondiale de la santé, le programme national, le programme mondial du paludisme, pour qu'on contribue aux directives mondiales sur la prévention de la rétablissement. Donc, nous sommes fiers et on voudrait bien rester vigilants et éviter la réintroduction. Pour cela, donc, il y a l'enquête autour du cas qui doit se faire, la surveillance et la vigilance et la lutte antivectorielle. Alors, je sais que toutes les personnes
personnes ici présentes ne sont pas concernées par tous ces aspects. Néanmoins, par rapport à la prise en charge, parce que nous pouvons recevoir aussi des personnes qui se sont rendues au niveau des zones endémiques au paludisme, mais que malheureusement n'ont pas pris leurs précautions, ils n'ont pas pris la chimioprophylaxie. Donc là, on peut avoir des cas au niveau du Nord et comment faire pour la prise en charge. Pour cela, professeur Smith, merci à vous. Merci. Directement. Bonjour, chers collègues. C'était pas prévu qu'on parle de paludisme aujourd'hui, c'était prévu qu'il y ait qu'une demi-journée pour la diphtérie, et là on se retrouve avec le paludisme. Donc on a